La pauvre fille s'est déguisée en chauffeur pour mettre son fiancé millionnaire à l'épreuve, mais elle est restée sous le choc en entendant ce qu'il disait à sa cousine. Claire Moreau n'avait jamais espéré plus que le strict nécessaire. Née et élevée dans les quartiers modestes de Lyon, elle avait appris très tôt que la vie ne lui ferait pas de cadeaux. Son père était parti quand elle avait 7 ans. Sa mère, tombée malade peu après, n'avait jamais retrouvé la force de travailler. À 16 ans, Claire cumulait déjà 2 emplois et le soir révisait ses cours dans une chambre minuscule qu'elle partageait avec sa mère alitée. Son rêve de devenir designer graphique n'était pas abandonné, seulement repoussé, étouffé par les priorités plus urgentes de la survie. Ce fut donc presque un miracle quand, à 32 ans, après avoir enfin obtenu son diplôme à distance, elle décida de tout quitter pour Paris. Un pari risqué, certes, mais elle ne pouvait plus continuer à se contenter d'un avenir étriqué. Avec une économie fragile, une valise pleine de carnets de croquis et une mère placée dans un centre médical grâce à une aide sociale, elle débarqua dans la capitale sans rien d'autre que sa détermination. À Paris, elle trouva un emploi de serveuse dans une brasserie du Marais. Le travail était rude, les clients exigeants, mais Claire ne s'en plaignait pas. Elle observait, apprenait, capturait des détails dans ses carnets à chaque pause. C'est dans ce décor bruyant et élégant qu'elle fit la rencontre d'Étienne Dubois, un homme dont la seule présence suffisait à faire taire une pièce. Il était entré seul, un soir d'hiver, élégant dans un costume gris anthracite, ses cheveux bruns parfaitement coiffés, une montre discrète mais visiblement coûteuse à son poignet. Il avait commandé un café, lu quelques pages d'un livre relié en cuir, puis l'avait regardé avec une intensité qui troubla Claire. Ce regard n'avait rien d'arrogant. Il semblait chercher quelque chose, ou peut-être quelqu'un. Les jours suivants, il revint, toujours seul, toujours calme, et toujours installé à la même table, observant Claire sans insistance mais sans jamais détourner complètement les yeux. Puis, un soir, il engagea la conversation. Sa voix était posée, grave, teintée d'un accent parisien discret. Il lui demanda ce qu'elle lisait pendant ses pauses. Elle, surprise, répondit franchement « Des romans graphiques et des ouvrages de design ». Il sourit, un vrai sourire, pas celui qu'elle avait appris à reconnaître chez les hommes habitués à obtenir ce qu'ils voulaient. Les semaines passèrent, et peu à peu, une relation improbable naquit. Étienne l'invita à dîner, mais pas dans les lieux mondains de la capitale. Il préférait les petits bistrots, les promenades sur les quais, les musées en fin de journée. Claire était méfiante mais touchée. Étienne semblait sincèrement intéressé par elle, par sa vision du monde, par sa créativité. Jamais il ne faisait étalage de sa fortune. Il ne parlait que rarement de sa famille, et seulement en termes vagues. Pourtant, malgré l'apparente simplicité de leur relation, Claire sentait en elle une peur sourde. Elle n'était pas naïve. Elle connaissait les hommes de pouvoir, ceux qui collectionnaient les expériences comme des trophées. Étienne n'avait-il pas lui aussi ses secrets? Était-elle, pour lui, un simple détour dans un monde plus brut, plus vrai, avant de retourner à ses cercles privilégiés? Un soir, alors qu'il dînait dans un petit restaurant italien, Étienne lui prit la main à travers la table et murmura « Tu sais que je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi ?» Elle sourit, touchée, mais une pensée la frappa de plein fouet. Que savait-elle réellement de lui, de son univers, de ses véritables intentions? Il était élégant, attentionné, mais distant sur son passé. Elle n'avait jamais rencontré ses amis proches, et surtout, il ne l'avait jamais encore présenté à sa famille. La méfiance de Claire n'était pas guidée par l'insécurité. Elle connaissait sa valeur, mais dans le monde d'Étienne, l'apparence régnait en maître. Elle, avec son accent lyonnais, ses vêtements simples et ses rêves de création, ne pouvait s'empêcher de se demander si elle avait vraiment sa place à ses côtés. Ce soir-là, alors qu'elle rentrait chez elle en métro, les pensées tourbillonnant dans sa tête, elle se demanda si l'amour pouvait vraiment effacer les frontières sociales, ou si, au contraire, il ne servait qu'à mieux les faire apparaître. Claire n'avait pas encore les réponses. Mais elle sentait que, quoi qu'il arrive, sa vie était en train de basculer. Le restaurant était situé dans une ruelle discrète du 6e arrondissement, cachée derrière une façade de lierre et de boiseries anciennes. Claire, vêtue d'une robe noire qu'elle avait empruntée à une collègue plus élégante, se sentait comme un poisson hors de l'eau. Elle n'avait pas l'habitude de ce genre d'endroit, où chaque détail semblait exister pour rappeler à ceux qui entraient qu'ils appartenaient à un monde codé, feutré,
inaccessible à ceux qui ne connaissaient pas ces règles. Étienne, ce soir-là, avait quelque chose de différent dans son regard. Il semblait nerveux, un peu plus silencieux que d'habitude. Il avait réservé une table à l'étage, dans une petite alcôve donnant sur un balcon. La lumière était tamisée, les couverts en argent brillaient faiblement, et le murmure des conversations élégantes se mêlait à une musique de fond subtile. Claire tentait de dissimuler son malaise, se concentrant sur ses gestes, sa posture, sur la manière de ne pas paraître déplacée. Mais quelque chose dans l'ambiance l'oppressait. Lorsque le dessert arriva, une tartelette au citron aussi précise qu'une œuvre d'art, Étienne se leva lentement. Il glissa la main dans la poche intérieure de sa veste et, dans un mouvement aussi fluide qu'inattendu, s'agenouilla devant elle. Claire sentit le silence du restaurant s'abattre sur eux comme une chape de plomb. Tous les regards s'étaient tournés vers leur table. Étienne ouvrit un petit écrin en velours noir. À l'intérieur, une bague d'or blanc ornée d'un saphir bleu nuit scintillait sous la lumière des bougies. « Claire Moreau, accepterais-tu de devenir ma femme ?» Le monde s'arrêta de tourner pendant un instant. Claire sentit son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine. Elle regarda la bague, puis Étienne, puis de nouveau la bague. Les applaudissements timides autour d'eux semblaient irréels. Elle avait envie de pleurer, de rire, de s'enfuir tout à la fois. Après quelques secondes de silence suspendu, elle murmura un « oui », presque inaudible. Étienne sourit, glissa la bague à son doigt et se leva pour l'embrasser. Le restaurant reprit vie. Les conversations reprirent. Mais dans l'esprit de Claire, une brèche venait de s'ouvrir. Sur le chemin du retour, alors qu'il roulait dans le silence confortable de la voiture d'Étienne, elle regarda la bague à son doigt. Elle était magnifique, sans doute hors de prix. Pourtant, quelque chose en elle n'était pas en paix. L'image d'une femme lui revint en tête, celle qui, plus tôt dans la soirée, avait croisé leurs regards depuis une table voisine. Une femme élégante, aux traits fins et au port altier, qui avait souri à Étienne d'une manière qui avait fait naître une sensation glacée dans le ventre de Claire. Qui était cette femme? Avait-elle fini par demander. Étienne avait haussé les épaules, l'air de ne pas comprendre. Quelle femme? Celle avec la robe rouge, assise à 3 tables de nous. Elle t'a salué, non? Il réfléchit un instant, puis répondit avec un léger rire. Ah, tu parles de Solène? C'est ma cousine. Elle est, comment dire, particulière. Ne fais pas attention à elle. Solène. Le prénom resta planté dans l'esprit de Claire comme une épine. Une cousine, peut-être. Mais ce sourire n'avait rien de familial. Il y avait une chaleur étrange dans son regard, une tension presque imperceptible, mais que Claire ne pouvait ignorer. Ce n'était pas de la jalousie, c'était autre chose. Une alarme discrète, profonde, comme un instinct de survie qui se réveillait. Les jours suivants furent un tourbillon. Étienne annonça la nouvelle à ses proches, publia un discret message sur les réseaux sociaux, et Claire se retrouva plongée dans un monde qu'elle ne comprenait pas. Elle fut invitée à un déjeuner chez les Dubois, dans leur résidence de Neuilly. Le manoir, entouré de jardins parfaitement taillés, ressemblait à ces maisons figées dans le temps, où chaque meuble portait l'empreinte de générations passées. Les murs respiraient l'histoire, le silence y était dense, presque solennel. Là, elle rencontra le reste de la famille, une mère sèche au regard inquisiteur, un père affable mais absent, et Solène, bien sûr. Vêtue d'un tailleur ivoire, la cousine l'accueillit avec un sourire glacé et 2 bises à peine effleurées. Elle parlait lentement, posément, avec une voix trop douce pour être sincère. Tout, dans sa posture, dans ses mots, semblait soigneusement calculé. « Alors c'est toi, Claire » avait-elle dit. Étienne a toujours eu un goût inattendu. Claire avait souri poliment. Elle connaissait ce ton. Elle l'avait entendu 1000 fois dans les cafés huppés où elle avait travaillé. Ce n'était pas une remarque, c'était une attaque masquée, déguisée en compliment. Au fil du repas, Claire observa. Les regards échangés, les silences, les sous-entendus. Elle ne savait pas encore si elle était la seule à les percevoir ou si elle devenait paranoïaque. Étienne, lui, semblait détendu, mais elle remarqua qu'il ne la touchait presque pas. Aucune main sur la sienne, aucun regard complice, comme s'il jouait un rôle, ou peut-être qu'il se conformait simplement à un code familial invisible. Le malaise s'installa plus profondément le jour où elle surprit une conversation dans le couloir du manoir. Elle cherchait la salle de bain quand elle entendit, derrière une porte entr'ouverte, la voix de Solène.
Tu fais ce que tu veux, Étienne, mais tu sais très bien ce que pense ta mère. Ce genre de caprice a ses limites. » Puis la voix d'Étienne, plus basse, presque lasse, « Je suis au courant, je gère. » Claire recula lentement, le souffle court. Le genre de caprice, ces mots résonnèrent dans sa tête. Était-elle ce caprice, une distraction passagère? Étienne jouait-il un double jeu pris entre son désir et les attentes de sa famille? Elle ne dit rien ce jour-là. Elle se contenta de rentrer chez elle, la bague toujours au doigt, mais avec un poids nouveau dans la poitrine. L'amour d'Étienne semblait réel. Mais était-il assez fort pour résister à l'univers dans lequel il évoluait? Un monde où les apparences régnaient, où l'amour ne suffisait peut-être pas. Les jours passèrent, mais le doute ne quitta plus Claire. Elle commença à observer les détails, les silences d'Étienne, les regards de Solène, les discussions qu'on faisait taire dès qu'elle entrait dans une pièce. Ce n'était plus une impression. Quelque chose clochait. Et si elle voulait connaître la vérité, elle allait devoir la chercher elle-même. Les jours suivants, Claire sentit son monde se fissurer lentement. À chaque rencontre avec Étienne, chaque dîner, chaque promenade, une ombre s'infiltrait entre eux. Elle avait beau chercher dans son regard la sincérité qui l'avait autrefois séduite, il y avait désormais quelque chose d'insaisissable dans ses silences, une hésitation dans ses gestes. Elle tentait de se convaincre qu'elle exagérait, que ses doutes n'étaient que les échos de son insécurité, mais les souvenirs de cette conversation entendue entre Solène et Étienne revenaient sans cesse. Ce ton froid, détaché, presque fataliste avec lequel il avait dit « je gère », comme s'il n'était pas acteur mais spectateur de leur relation. Claire se mit à observer davantage, à écouter ce que les mots ne disaient pas. Solène, toujours présente dans les réceptions familiales, s'immisçait subtilement dans leurs conversations, glissant des remarques ambiguës, lançant des regards qu'Étienne semblait ignorer, mais que Claire ne pouvait plus supporter. Elle sentait qu'il y avait entre eux une histoire ancienne, peut-être enterrée, peut-être encore vivace. Le malaise devint insupportable lorsqu'un soir, à la sortie d'un gala, elle vit Solène poser brièvement la main sur le bras d'Étienne avec une familiarité presque possessive. Lui n'avait rien dit, s'était contenté de retirer doucement son bras, sans réaction, comme s'il était habitué à ce contact. C'est ce soir-là que Claire prit sa décision. Elle n'allait pas attendre que la vérité lui tombe dessus. Elle n'allait pas poser de questions pour recevoir des demi-réponses. Elle allait chercher elle-même. Elle allait entrer dans le monde d'Étienne, non plus comme sa fiancée, mais comme une étrangère, une observatrice invisible. L'idée lui parut d'abord insensée, presque ridicule, mais plus elle y pensait, plus elle devenait logique. Elle connaissait les trajets d'Étienne, les horaires, ses rendez-vous, ses déplacements en voiture avec les chauffeurs de la Société du Bois. Et surtout, elle savait que le personnel était souvent renouvelé, que de nombreux intérimaires passaient par là, anonymes, discrets. Il suffisait d'un faux nom, d'une apparence altérée, et elle pourrait entrer dans cet univers, sans être reconnue. Elle contacta alors Adrien, un ancien camarade de promotion devenu maquilleur professionnel pour le cinéma. Elle lui expliqua son projet, sans tout lui révéler, juste assez pour qu'il comprenne l'importance de la métamorphose. Adrien, surpris mais amusé, accepta de l'aider. En une après-midi, ils transformèrent Claire. Ses cheveux furent coupés et teintés en châtain terne, son visage maquillé pour durcir ses traits, ses sourcils épaissis, sa posture travaillée. Adrien lui enseigna comment moduler sa voix, comment marcher différemment, comment éviter les regards directs. Elle n'était plus Claire Moreau. Elle devenait Camille Dubreuil, une femme discrète, réservée, à la diction plus sèche et au regard effacé. Elle falsifia un dossier professionnel avec l'aide d'un ami informaticien, permis de conduire, références fictives, numéro de sécurité sociale emprunté. Puis elle se présenta à une agence d'intérim spécialisée dans les services de transport haut de gamme, se disant disponible immédiatement. 2 jours plus tard, elle recevait un appel. La Société du Bois cherchait un chauffeur de remplacement pour une durée indéterminée. Elle fut convoquée pour un entretien sommaire. Le recruteur, pressé et peu concerné, ne posa que des questions techniques. Elle réussit à répondre avec aplomb, utilisant les connaissances glanées auprès de son oncle, ancien chauffeur de taxi à Lyon. À la fin de l'entretien, elle reçut son badge d'accès temporaire. Le matin de son premier jour, elle se regarda dans le miroir et ne se reconnut pas. Le costume noir, les cheveux attachés en queue basse, les lunettes rectangulaires, tout en elle criait l'anonymat. Son cœur battait à tout rompre lorsqu'elle franchit le portail de la Société du Bois.
installé dans un immeuble moderne près du parc Monceau. Elle fut dirigée vers le parking souterrain, où on lui remit les clés d'un véhicule haut de gamme et un planning de la journée. À 8 heures précises, elle devait récupérer M. Dubois à son domicile, avenue Foch, pour l'emmener à un rendez-vous dans le 8e arrondissement. Le trajet jusqu'à l'immeuble fut irréel. Chaque minute qui la rapprochait d'Étienne la faisait douter de sa capacité à tenir le rôle. Et s'il la reconnaissait immédiatement? Et si elle perdait tout contrôle, incapable de contenir ses émotions? Mais lorsqu'elle se gara devant l'entrée de l'immeuble, elle ferma les yeux un instant, inspira profondément et redevint Camille. Elle descendit du véhicule, ouvrit la portière arrière et attendit. Étienne apparut quelques minutes plus tard. Costume bleu nuit attaché 15 à la main, il descendit les marches avec la même élégance nonchalante qui l'avait toujours fasciné. Il jeta un regard bref vers elle, un regard qui sembla glisser sans s'attarder. Il monta à l'arrière, consulta son téléphone et donna une adresse. Sa voix était calme, polie, impersonnelle. Pendant le trajet, Claire observa dans le rétroviseur sans être trop évidente. Étienne ne la regardait pas. Il ne parlait pas. Le silence était pesant, mais elle s'obligea à rester concentrée. À mi-chemin, le téléphone de l'arrière sonna. Elle reconnut aussitôt la voix de Solène. « Tu passes me prendre, Étienne ?» Un silence. Puis, la réponse d'Étienne. « Oui, c'est plus simple. Je suis déjà en route. » Claire sentit un frisson dans son dos. Ainsi donc, elle allait les voir ensemble, entendre leur conversation sans filtre. Elle serra le volant plus fort, tentant de contenir l'angoisse qui montait en elle. Elle suivit les instructions, fit le détour et s'arrêta devant un immeuble chic du 16e arrondissement. Solène descendit, somptueuse dans un tailleur bleu clair, un parfum entêtant la précédant. Elle monta dans la voiture sans même un regard pour Claire, s'installa à côté d'Étienne et posa une main sur sa cuisse avec une familiarité troublante. « J'espère que tu n'as pas oublié notre déjeuner de dimanche, » dit-elle en souriant. Étienne répondit d'un ton neutre. « Non, je n'ai rien oublié. » Solène rit doucement. « Ta fiancée sera là, ou tu préfères garder certaines illusions en vie un peu plus longtemps ?» Claire sentit son estomac se nouer. Étienne répondit après une pause. « Je fais ce que la famille attend, rien de plus. » Solène se pencha légèrement vers lui comme pour murmurer « Tu es toujours aussi prévisible. » Claire n'entendit pas la suite. Le bruit de la ville, le bourdonnement dans ses oreilles, le poids des mots, tout se mélangea. Elle conduisait, mais son esprit était ailleurs, figé dans ces quelques phrases qui confirmaient ce qu'elle avait craint. Elle n'était peut-être qu'un rôle dans une mise en scène familiale, un pion sur l'échiquier d'une dynastie où l'amour n'avait pas de place. Pourtant, malgré la douleur, elle savait qu'elle devait aller jusqu'au bout. Elle avait ouvert la porte à la vérité. Maintenant, il n'était plus question de reculer. Le lendemain matin, Paris s'éveillait sous un ciel d'octobre bas et menaçant. Claire, toujours sous l'apparence de Camille, se tenait droite derrière le volant d'un SUV noir parfaitement lustré, le visage impassible, les mains gantées posées sur le cuir du volant. Son cœur battait vite, mais son expression restait figée dans cette neutralité calculée qu'elle avait travaillée devant le miroir. Elle savait que ce jour serait déterminant, que chaque geste, chaque silence, chaque mot retenu ou prononcé pouvait la trahir. Il ne suffisait pas de se cacher derrière une perruque et des lunettes. Il fallait incarner Camille, jusqu'au bout, jusqu'au dernier regard. À 8 heures précises, elle arrêta le véhicule devant l'entrée de l'immeuble d'Étienne. Un portier sortit pour lui confirmer qu'il descendait dans l'instant. Quelques minutes plus tard, il apparut, toujours tiré à 4 épingles, dans un long manteau de laine sombre, une sacoche en cuir à la main. Il ne jeta qu'un bref coup d'œil vers elle, un regard purement fonctionnel, puis monta à l'arrière du véhicule. Il salua d'un simple bonjour poli sans émotion, comme il l'aurait fait avec n'importe quel autre employé. Claire ne put s'empêcher de ressentir un étrange vertige. Elle était là, à quelques centimètres de lui, déguisée, muette, écoutant sa respiration, percevant l'odeur familière de son parfum, et pourtant invisible. Elle démarra lentement, suivant l'itinéraire indiqué sur la feuille de mission. Étienne ne dit rien pendant de longues minutes. Il consultait son téléphone, pianotait des messages, ponctués de soupirs légers. Claire, concentrée sur la route, gardait un œil discret sur le rétroviseur intérieur. Il semblait préoccupé, mais pas tendu. Aucun signe d'agitation, comme s'il vivait une matinée banale, sans importance. Pourtant, Claire savait que tout cela était loin d'être anodin. Elle n'était pas là par hasard. Elle cherchait une faille,
un moment de vérité qui surgirait sans qu'il ne s'en rende compte. Elle le déposa devant un bâtiment administratif dans le 8e arrondissement où il avait un rendez-vous d'affaires. Il descendit sans un mot, referma la portière avec soin et entra dans l'immeuble. Elle resta garée un peu plus loin, comme prévu, le véhicule bien aligné sur la place réservée. 1 heure passa. Claire profitait de ce temps pour relire mentalement les derniers échanges entre Étienne et Solène, analysant les moindres intonations, les regards, les gestes. Elle voulait comprendre ce qui liait réellement ces deux-là. Il y avait entre eux une proximité dérangeante, une forme d'intimité qui ne collait pas avec une simple relation familiale. Elle en était convaincue. Ce n'était pas de la jalousie. C'était une logique froide qui s'imposait à elle. Quelque chose n'allait pas. À 9h55, Étienne réapparut, toujours calme, remonta en voiture et donna une nouvelle adresse. Elle redémarra sans un mot. C'est à ce moment que Solène appela. Claire reconnut immédiatement sa voix. Claire, hautaine, ironique. Elle demandait si Étienne passerait la chercher comme la veille. Il répondit oui d'un ton indifférent. Claire nota que cette fois, il ne tentait même plus de masquer leur proximité. Quelques minutes plus tard, Solène montait dans la voiture sans la moindre surprise de ne pas retrouver le même chauffeur qu'avant. Elle jeta un bref regard vers Camille, haussa les épaules et s'installa près d'Étienne, comme si elle lui appartenait. La route se poursuivit en silence pendant un temps, jusqu'à ce que Solène reprenne la parole, cette fois sur un ton plus personnel. « Tu sais que tout cela devient ridicule, Étienne. Cette pièce de théâtre, cette fiancée sortie d'un roman populaire, tu perds ton temps. » Claire sentit son estomac se nouer. Elle serra un peu plus fort le volant, mais son visage resta impassible. Étienne répondit après un long silence. « Tu ne comprends rien, Solène. » Elle éclata d'un rire bref. « Aussi, je comprends très bien. Tu t'amuses, mais tu sais que ça ne durera pas. Tu as toujours su que ce genre d'histoire avait une fin. » Étienne ne répondit pas. Il tourna la tête vers la fenêtre, visiblement agacé. Claire, elle, se mordait l'intérieur de la joue. Les mots de Solène n'étaient pas seulement cruels, ils étaient révélateurs. Elle parlait comme quelqu'un qui se croyait en terrain conquis, qui se sentait en droit de juger, de posséder. À la fin du trajet, Solène descendit sans saluer le chauffeur. Étienne, lui, resta quelques secondes de plus dans la voiture, en silence, les yeux fermés. Puis il sortit à son tour sans un regard pour Claire. Elle resta seule dans le véhicule, le cœur battant, le cerveau en feu. Ce qu'elle venait d'entendre confirmait ses pires soupçons. Elle n'était pas paranoïaque. Quelque chose se tramait, une dynamique malsaine, un jeu de pouvoir dans lequel elle n'était qu'un pion. Elle devait en apprendre davantage. Mais pour cela, elle allait devoir rester dans ce rôle, continuer à l'incarner jusqu'à ce que la vérité éclate. Ce soir-là, elle rentra dans sa petite chambre de bonne, se débarrassa de ses vêtements de chauffeur, se regarda longuement dans le miroir. Elle avait changé. Ce qu'elle voyait dans ses yeux n'était plus l'innocence d'une femme amoureuse. C'était une détermination froide, une lucidité nouvelle. Elle n'était plus celle qui espérait. Elle était celle qui allait découvrir. Le lendemain, elle retourna à son poste avec une concentration accrue. Chaque interaction, chaque geste d'Étienne était scruté. Il la traitait avec courtoisie comme n'importe quel employé, mais Claire percevait des instants fugaces où son regard semblait s'attarder, comme s'il essayait de la replacer, de la reconnaître. Était-ce de la méfiance? De l'intérêt? Ou simplement une coïncidence? Elle ne pouvait pas encore l'affirmer. Mais ce qui était certain, c'est qu'il y avait entre eux une tension diffuse, quelque chose qui flottait dans l'air, imperceptible mais réel. Un après-midi, alors qu'il revenait d'un rendez-vous, Étienne monta dans la voiture avec Solène. Cette fois, la conversation fut plus discrète, mais non moins inquiétante. Ils parlèrent de la famille, de ce que l'on attendait de lui, de l'importance des apparences, des contrats en cours. À un moment, Solène laissa échapper « Tu sais que ta mère veut déjà planifier le dîner de fiançailles officielles. Elle pense que ce serait bien de le faire à la campagne. » Étienne soupira. « Tant qu'on peut encore retarder le mariage, ça me va. » Claire sentit son souffle se couper. Ce n'était plus une simple inquiétude. C'était une confirmation. Il y avait chez Étienne une forme de réticence, un doute qu'il n'avait jamais exprimé en sa présence. Était-ce à cause de la pression familiale, d'un plan qu'il n'osait lui révéler, ou pire, d'un désintérêt qu'il avait toujours caché derrière des mots doux? Elle savait que les réponses ne viendraient pas facilement, mais elle était prête. Désormais, plus rien ne l'arrêterait.
Le 3e jour du plan de Claire débuta sous une pluie fine qui glaçait les rues de Paris. Le ciel était bas, les passants pressés, et les klaxons formaient un fond sonore constant sur le boulevard. Claire, toujours sous son déguisement de Camille, arriva plus tôt que prévu à l'immeuble d'Étienne. Elle s'était mise à anticiper ses mouvements, à apprendre son rythme comme on étudie un rôle au théâtre. Chaque matin, elle notait l'heure exacte à laquelle il descendait, les vêtements qu'il portait, l'intonation de ses premiers mots. Elle ne laissait rien au hasard. Elle ne cherchait plus seulement à comprendre, elle voulait des preuves. Étienne sortit à 8h07. Il portait un manteau sombre à double boutonnage et des gants de cuir. Il ne semblait pas fatigué, mais préoccupé. Il s'installa à l'arrière comme les jours précédents, et pour la première fois, il adressa à Camille un regard un peu plus long qu'à l'accoutumée. Claire sentit ce regard s'enfoncer au-delà du déguisement, comme une lame qui cherche la vérité sous la surface. Mais elle garda son visage impassible, comme elle l'avait répété 1000 fois. Elle démarra sans un mot, respectant le silence qui s'installait toujours au début des trajets. La radio du véhicule restait éteinte. Le ronronnement du moteur était la seule musique dans l'habitacle. Étienne consulta son téléphone, pianota quelques messages, puis le reposa à ses côtés. Claire vit dans le rétroviseur son reflet, les yeux fixés sur le vide, les mâchoires contractées. Il semblait réfléchir à voix basse, dans un dialogue intérieur qu'elle n'était pas censée entendre. 20 minutes plus tard, ils s'arrêtèrent devant un immeuble haussmannien près de la place des Vosges. Claire comprit immédiatement ce que cela signifiait. Solène allait monter, et elle ne se trompait pas. 3 minutes après, la cousine apparut, le pas rapide, le regard déjà chargé d'une assurance presque agressive. Elle s'installa à côté d'Étienne sans saluer Camille. Puis, d'un ton faussement léger, elle lança « Tu es bien silencieux ce matin. La future vie conjugale te pèse déjà ?» Étienne ne répondit pas tout de suite. Claire, attentive, ralentit légèrement la conduite. Elle voulait tout capter, sans en avoir l'air. Après quelques secondes de silence, Étienne répondit « C'est juste une période compliquée, beaucoup de décisions à prendre. » Solène sourit, et son sourire était un mélange d'ironie et de compassion feinte. « Les décisions ne sont compliquées que lorsqu'on ne veut pas les prendre, tu sais bien. » Il tourna lentement la tête vers elle. Claire ne pouvait pas voir son expression, mais elle sentit la tension monter d'un cran. Étienne murmura « Tout cela n'était pas censé aller si vite. Je voulais du temps. » Solène se pencha légèrement vers lui, comme si elle voulait que sa voix reste à l'abri des oreilles indiscrètes. Mais Claire, concentrée, perçut chaque mot. « Ta mère veut un mariage dans les 6 prochains mois. » Et Claire semblait y croire dur comme fer. « Tu ne vas pas la laisser s'illusionner trop longtemps, n'est-ce pas ?» Un frisson parcourut la colonne vertébrale de Claire. Elle sentit le sang quitter son visage. Étienne répondit d'un ton plus sec « Je fais ce que la famille attend. » Puis, après une pause, il ajouta presque à voix basse « Certaines illusions ont une date d'expiration. » Solène sourit, satisfaite, comme si elle venait de gagner une manche d'un jeu dont elle dictait les règles. Claire dut mobiliser toutes ses forces pour ne pas réagir. Chaque mot qu'elle venait d'entendre était comme une détonation intérieure. Étienne parlait d'elle comme d'un contrat temporaire, comme d'un rôle qu'il acceptait de jouer par devoir. Certaines illusions ont une date d'expiration. C'était ainsi qu'il la voyait, comme une illusion, une erreur romantique bientôt corrigée. La voiture poursuivit sa route, mais le monde de Claire, lui, s'était arrêté. Elle entendait encore Solène parler, des anecdotes sur un dîner familial à venir, des moqueries voilées sur les goûts vestimentaires de Claire, sur sa façon de parler, sur ses origines. Étienne ne défendit pas Claire. Il ne riait pas non plus, mais il ne disait rien. Ce silence, là encore, était une trahison. Lorsqu'ils arrivèrent à destination, Étienne descendit le premier. Il remercia brièvement Camille, sans la regarder. Solène, en sortant, la gratifia d'un regard méprisant, comme si elle savait très bien à qui elle avait affaire. Claire resta seule dans la voiture, les mains tremblantes sur le volant. Elle aurait voulu hurler, mais elle savait que ce moment, aussi dur soit-il, était nécessaire. Il validait ses soupçons. Il justifiait son plan. Et surtout, il la poussait à aller plus loin. Ce soir-là, de retour chez elle, elle revint en boucle sur cette phrase. Certaines illusions ont une date d'expiration. Étienne avait choisi ces mots. Il ne parlait pas sous la contrainte. Il ne semblait pas manipuler. Il exprimait une conviction. Claire sentit son cœur se briser lentement, mais elle refusa de céder à la douleur. Ce n'était pas le moment de pleurer.
C'était le moment de comprendre. Elle ressortit ses carnets, nota chaque phrase prononcée, chaque expression, chaque intonation. Elle retraça mentalement les trajets, les lieux, les détails, comme une enquêtrice reconstituant une scène. Elle savait désormais que la clé ne se trouvait pas uniquement dans les paroles, mais dans les gestes, les absences, les documents, les routines d'Étienne. Il fallait fouiller plus profondément. Ce fut la nuit où elle décida de pousser le plan à un niveau supérieur. Elle n'allait plus seulement écouter, elle allait observer, suivre, fouiller. Étienne avait dit à Solène qu'il faisait ce que la famille attendait. Qu'est-ce que cela signifiait concrètement? Était-il forcé? Était-ce un jeu de pouvoir avec sa mère ou simplement une lâcheté personnelle? Pour le savoir, Claire devait sortir de la voiture, quitter le rôle passif de chauffeur et devenir l'œil invisible au-delà du pare-brise. Mais pour l'instant, elle referma ses notes, fixa longuement son reflet dans la glace écaillée de la petite salle de bain et se répéta une fois de plus qu'elle n'était pas la proie. Elle était la vérité en marche. Le lendemain matin, le ciel parisien était d'un gris uniforme, comme si le ciel lui-même s'alignait sur l'humeur lourde de Claire. Elle enfila avec une précision quasi rituelle sa tenue de chauffeur. Un tailleur sombre, chemise immaculée, cravate sobre, cheveux tirés en une queue de cheval stricte. Tout dans son apparence devait disparaître derrière cette neutralité calculée. Rien ne devait trahir l'âme de Claire. Elle quitta sa chambre de bonne, descendit les étages, traversa les rues encore calmes, pénétra dans le parking de la Société Dubois et prit place derrière le volant du SUV noir. Quand elle arriva devant l'immeuble de la rue Foch, Solène sortait déjà d'un pas assuré, avec un manteau de couleur claire qui contrastait avec l'atmosphère sombre du matin. Le visage de la cousine était parfaitement maîtrisé. Sourire discret, regard tourné vers elle puis vers Étienne. Elle monta dans le véhicule sans un mot, sans un salut à Camille, comme si elle ignorait sa présence. Mimant un hydre tranquille, Claire resta droite, impassible, et démarra en direction des quartiers sophistiqués du 8e. Le silence pesait. Pourtant, il n'était pas stérile. Il portait en lui un poids. Après quelques minutes, Solène rompit le silence, sans feinte, avec cette voix douce mais ferme qu'elle devait mettre au point pour ce genre d'occasion. « Camille, tu te donnes beaucoup de peine pour un rôle. » Le ton était presque flatteur, mais ses mots étaient un piège. Claire sentit un frisson la traverser. Elle contrôla sa respiration, garda le volant droit et répondit d'une voix neutre. « Je m'efforce d'être à la hauteur. » Solène sourit légèrement, ce sourire auquel Claire avait appris à se méfier. C'était une arme, ce sourire-là. Elle pencha la tête, son regard devenant légèrement insistant. « Tu sais, j'ai vu des femmes comme toi avant. Elles ont commencé comme des regards fascinés, des histoires romanesques, puis elles ont fini dans l'ombre. » Ces mots étaient une menace voilée. Claire sentit ses entrailles se resserrer. Elle aurait voulu répliquer, mais elle s'abstint. Le silence la protégeait autant que le déguisement. Solène continua. « Tu es gentille, Camille, lourde de gentillesse. C'est une qualité rare. Mais elle ne suffit pas toujours. » Le ton était presque sincère, mais Claire lisait au-delà du masque. C'était une leçon, un avertissement. Elle conserva son calme et déclara simplement « Je comprends ». Solène soupira, puis dans un geste calculé posa sa main sur la poignée de la portière. « J'espère que tu ne te prends pas trop au sérieux, que tu n'oublies pas qui tu es vraiment. » Ces mots flottaient entre les deux comme un spectre menaçant. Elle descendit légèrement vers lui, comme pour parler plus bas, comme si elle lui révélait un secret. « Si tu veux, je peux t'aider à trouver ta place. Mais il faut être réaliste. Certains rêves ne valent pas de les poursuivre. » Puis, sans attendre de réponse, elle se redressa, retira sa main et s'installa plus confortablement. Elle attacha sa ceinture de sécurité et le silence revint. Claire sentit le cœur serré, mais aussi une clarté nouvelle. Ce n'était plus juste une rivalité. C'était une lutte de pouvoir. Solène ne parlait plus de sentiments. Elle parlait de règles, de limites. Elle présentait à Claire un choix, se soumettre ou tomber. Le trajet continua, ponctué de silences lourds. Claire laissa ses pensées vagabonder, mais sans faiblesse. Elle se dit que cette menace voilée était aussi une confirmation. Solène savait. Elle savait plus que ce qu'elle laissait paraître. Elle savait du passé, du pouvoir qu'elle exerçait sur Étienne. Elle savait de la famille. Elle savait des machinations internes. Et cette connaissance était une arme. Si Claire voulait survivre à ce jeu, elle devait devenir invisible,
insaisissable, jusqu'à ce que Solène soit dévoilée comme ce qu'elle était, une manipulatrice. Quand ils arrivèrent à destination, un immeuble cossu dans le 8e arrondissement, Solène descendit sans un regard pour Camille. Elle jeta un bref regard vers elle, marqué par une sorte de défi silencieux, puis s'éloigna d'un pas assuré. Étienne marcha peu après, sans un mot. Il remercia comme d'habitude d'un simple « merci » et referma la portière sans se retourner. Claire resta un moment immobile, le moteur ronronnant encore, son esprit en pleine tourmente. Elle rentra au parking, gara la voiture à sa place, dut retirer le badge d'accès, calmer ses mains tremblantes. Elle se démaquilla, ôta les lunettes, relâcha sa posture. Face au miroir, elle vit les marques du stress dans ses cernes, la dureté dans ses yeux. Elle prit une grande inspiration. Elle nota mentalement chaque mot prononcé, chaque intonation. Les menaces de Solène n'étaient pas seulement verbales, elles avaient une fonction. Elles étaient destinées à intimider, à faire vaciller l'assurance de Claire, à lui rappeler qu'elle n'avait pas sa place. Mais Claire ne voulait plus d'une place. Elle voulait la vérité. Elle savait désormais que Solène ne s'arrêterait pas aux mots. Elle allait agir. Elle allait user de l'influence qu'elle avait dans l'ombre. Peut-être auprès de la mère d'Étienne, peut-être dans l'entreprise familiale. Elle allait remodeler son plan. Le simple fait de conduire Étienne ne suffisait plus. Elle devait pénétrer davantage, chercher les alliances, écouter les confidences, fouiner dans les agendas, les documents, les échanges. Elle devait s'immiscer dans les rouages intimes de la famille Dubois sans jamais se dévoiler. Ce soir-là, elle commença à écrire. Sur des carnets qu'elle planquait dans un tiroir, elle inscrivit les dates, les lieux, les remarques. Elle dressa une carte mentale de la famille, les hommes influents, les liens de pouvoir, les silences imposés. Elle repensa à la menace de Solène. Certains rêves ne valent pas de les poursuivre. Peut-être voulait-elle effrayer Claire pour la pousser à abandonner, mais Claire n'avait pas l'intention de renoncer. Au contraire, cette menace cimenta sa résolution. Elle s'endormit tard, l'esprit en ébullition, déterminée à transformer la peur en arme, la menace en preuve. Parce que, dans ce jeu de pouvoir, elle rejetait l'idée de n'être qu'un pion. Elle resterait un élément perturbateur jusqu'à ce que la vérité triomphe. Claire comprit rapidement que sa présence au sein de la société Dubois, bien que dissimulée derrière l'identité de Camille, ne suffirait plus à percer les mystères qui l'entouraient. Les regards complices échangés entre Étienne et Solène, les paroles lourdes de sous-entendus, les silences choisis au lieu des réponses claires, tout cela confirmait ce qu'elle soupçonnait depuis plusieurs jours. Une autre vérité se cachait, plus profonde, plus cynique, et elle ne la découvrirait pas en restant uniquement sur le siège avant d'une voiture. Le déguisement de chauffeur lui offrait un accès discret mais limité. Il fallait pousser plus loin, aller au-delà de la surface, creuser dans l'intimité des gestes, dans la routine cachée derrière les sourires. Elle commença par prolonger ses journées de travail. Après avoir déposé Étienne à son domicile, elle restait en poste, observait à distance, notait ses sorties tardives, les adresses qu'il visitait en dehors des trajets officiels. Elle remarqua qu'il prenait parfois un autre véhicule, un modèle plus discret, qu'il conduisait lui-même. Elle en profita pour le suivre, toujours à une distance maîtrisée, prenant soin de ne pas éveiller ses soupçons. C'est ainsi qu'elle le vit, un soir, s'engouffrer dans un immeuble du Marais, au numéro 58 d'une rue paisible, derrière une grille en fer forgé. Ce n'était ni un restaurant, ni un bureau, ni un club privé. Claire observa l'immeuble pendant plus d'une heure sans qu'il ne ressorte. Ce détail la troubla. Étienne n'avait jamais évoqué cet endroit, et surtout elle le vit entrer accompagné. Et cette personne, c'était Solène. Le lendemain, elle retourna à l'adresse, à pied cette fois, en civil. Elle observa discrètement l'entrée, s'approcha, repéra les boîtes aux lettres. Il n'y avait aucun nom inscrit, juste des numéros d'appartement. Elle fit 2 fois le tour du pâté de maison, à la recherche d'un interphone ou d'un concierge. Rien. L'endroit semblait conçu pour préserver une certaine discrétion. Ce fut suffisant pour qu'elle décide de ne pas attendre davantage. Elle retourna sur place la nuit suivante, cette fois en se postant à l'angle de la rue, vêtue d'un manteau sombre, dissimulé derrière un panneau de signalisation. Elle attendit longtemps. Et à 22h47, elle les vit sortir. Étienne et Solène, seuls. Ils riaient. Ils ne se tenaient pas par la main, mais leur proximité parlait pour eux. Ils se comportaient comme 2 personnes liées par autre chose que des obligations familiales.
Claire se força à ne pas détourner le regard, même lorsque Solène posa brièvement la main dans le bas du dos d'Étienne. Ils marchèrent jusqu'à la rue parallèle où un taxi les attendait. Ils montèrent et la voiture s'éloigna. Claire resta plantée là, le cœur écrasé, la gorge serrée. Elle ne voulait pas croire ce qu'elle voyait, mais elle ne pouvait plus le nier. De retour chez elle, elle décida de tester Étienne. Il fallait provoquer une réaction, créer une situation où il serait obligé de montrer quelque chose, même involontairement. Le lendemain, durant un trajet où elle le conduisait seule à un rendez-vous, elle engagea la conversation comme si elle était simplement curieuse. Elle utilisa une voix douce, posée, presque détachée. « Excusez-moi, monsieur Dubois, il paraît que le quartier du Marais est très agréable en soirée. Vous y allez parfois ?» Étienne releva les yeux de son téléphone. Son regard se posa un instant sur le rétroviseur. Claire sentit son estomac se nouer. « Oui, il m'arrive d'y aller. Pourquoi cette question ?» Elle sourit légèrement. « J'ai simplement entendu une conversation entre deux collègues. Ils disaient que certaines adresses du Marais étaient réservées aux membres de familles influentes, que c'étaient des lieux privés. » Étienne ne répondit pas immédiatement. Il semblait réfléchir. Puis il reprit d'un ton neutre. « Les gens aiment se donner des airs de mystère. Le Marais est un quartier comme les autres. » Mais il détourna les yeux. Il évita son reflet. Claire le sentit, clairement. Il mentait. Il savait exactement de quoi elle parlait. Et il ne voulait pas que cela transparaisse. Elle n'insista pas. Le silence reprit sa place, dense, lourd. Mais cette réaction, si infime soit-elle, suffisait à nourrir ses certitudes. Étienne lui cachait des choses. Ce qu'elle avait vu n'était pas un hasard. Ce lieu, cette rencontre nocturne avec Solène, ce silence gêné lorsqu'on le confrontait indirectement, tout cela formait un puzzle dont les pièces s'emboîtaient lentement. Au fil des jours, la tension augmenta. Étienne devenait plus nerveux. Il regardait plus souvent le rétroviseur. Claire sentait qu'il commençait à se poser des questions. Il la scrutait parfois un peu trop longtemps, comme s'il cherchait à percer quelque chose. Mais il ne disait rien. De son côté, elle continua ses observations, ses prises de notes, ses filatures discrètes. Elle repéra deux autres adresses où il se rendait souvent, l'une à Neuilly, l'autre dans le 16e arrondissement. À chaque fois, les visites duraient plus d'1 heure. À chaque fois, il était seul à entrer, mais jamais seul à sortir. Elle décida d'approfondir. Elle prit des photos, conserva les plaques d'immatriculation des véhicules avec lesquels il arrivait ou repartait. Elle contacta un ancien collègue de son oncle, aujourd'hui à la retraite, qui l'aida à identifier les propriétaires de certains de ces véhicules. Plusieurs étaient liés à des sociétés appartenant à la famille Dubois. L'un d'eux, cependant, était enregistré au nom de Solène Deschamps. Cela confirmait tout ce qu'elle soupçonnait. Solène n'était pas une simple cousine. Elle avait un rôle plus profond, plus stratégique dans la vie d'Étienne. Et ce rôle, il fallait le comprendre en profondeur avant d'agir. À ce stade, Claire savait qu'elle ne pouvait plus se contenter d'observer. Il fallait provoquer un moment de rupture, une faille, quelque chose qui forcerait Étienne à réagir sans filtre. Et ce moment, elle le préparait déjà dans l'ombre, en silence, avec la même précision qu'un chirurgien. Car si Étienne ne disait pas la vérité, elle allait le mettre face à elle, tôt ou tard, et cette fois, il n'aurait nulle part où se cacher. Le 8e jour, Claire ne dormait presque plus. Son visage, bien que dissimulé sous les artifices de Camille, commençait à trahir les nuits blanches et la fatigue accumulée par une vigilance constante. Chaque jour lui apportait une nouvelle pièce du puzzle. Chaque silence d'Étienne, chaque sourire de Solène était une fissure de plus dans la façade qu'il tentait de maintenir. Pourtant, même avec toutes ces observations, Claire avait conscience qu'il lui manquait quelque chose d'essentiel, une preuve tangible, irréfutable, un élément qui viendrait briser toute tentative de manipulation. Ce jour-là, sans l'avoir prémédité, cette preuve allait se présenter à elle. La journée avait commencé de manière ordinaire. Étienne avait été conduit à plusieurs rendez-vous dans les arrondissements centraux de Paris. Solène n'était pas apparue ce jour-là, et l'absence de sa voix acide dans l'habitacle du véhicule avait offert à Claire une étrange sensation de répit. En fin d'après-midi, après une réunion dans les locaux de la société Dubois, Étienne remonta dans la voiture avec une grande pochette cartonnée à la main. Il la posa sur la banquette arrière à côté de lui, sans y prêter attention, puis plongea dans la lecture de quelques documents imprimés. Il semblait absorbé, fatigué, presque absent.
Claire le conduisit jusqu'à son appartement. Et comme à son habitude, il descendit sans un mot autre qu'un merci distrait. Mais ce jour-là, il oublia la pochette dans la voiture. Claire, restée seule dans le véhicule, tourna la tête vers la banquette arrière et aperçut la chemise cartonnée beige entr'ouverte, avec quelques feuilles qui en dépassaient légèrement. Son cœur s'accéléra. Elle hésita, tenta de se convaincre de remettre immédiatement le dossier à l'accueil de l'immeuble, de ne pas aller plus loin. Mais la tentation fut plus forte que la prudence. Elle savait qu'elle marchait sur une ligne fine, mais elle avait besoin de savoir. Elle saisit la pochette, l'ouvrit lentement et parcourut les premières pages. Ce qu'elle découvrit fit basculer tout son univers. Le document principal était un projet de contrat prénuptial. Ce n'était pas tant le fait qu'un tel contrat existe qui la bouleversa, mais son contenu. Il était d'une rigueur implacable, quasi humiliante. Il stipulait que Claire, en cas de rupture ou même de divorce après un mariage de moins de 5 ans, ne percevrait aucune compensation financière, aucune part d'héritage, aucun droit de regard sur les biens acquis durant le mariage. Pire encore, une clause indiquait qu'en cas de comportement disqualifiant ou compromettant pour la réputation de la famille, elle pourrait être évincée de toute participation aux événements familiaux sans préavis. Les termes étaient froids, impersonnels et rédigés comme si elle n'était qu'un risque juridique à contenir. Mais ce ne fut pas le seul contenu du dossier. Derrière ce contrat, elle trouva une série d'échanges imprimés entre Étienne et Solène. Des copies d'emails, des captures d'écran de messages, visiblement sortis d'un téléphone ou d'un ordinateur. Elle reconnut le style de Solène immédiatement. Ses phrases précises, ironiques, son ton calculé. L'un des messages disait, mot pour mot, « Si tu veux vraiment rompre sans provoquer un scandale, fais-le proprement. Le contrat la fera fuir sans que tu n'aies besoin de te salir les mains. » Claire sentit ses jambes faiblir. Elle resta figée, le souffle court, les mains tremblantes. Un autre message, cette fois d'Étienne, semblait plus mesuré, presque hésitant. « Je ne suis pas sûr qu'elle accepte ce genre de conditions. Elle n'est pas naïve. » Ce à quoi Solène avait répondu, « Justement, c'est pour ça qu'elle partira. Et quand elle le fera, tout le monde comprendra qu'elle n'était pas faite pour ce monde. » Ces mots se plantèrent dans le cœur de Claire comme des poignards. Ce n'était plus une question de doute, de supposition, d'interprétation. C'était une trahison organisée, planifiée, où chaque geste, chaque promesse, chaque baiser peut-être, n'avait été que stratégie. Elle se revoyait, quelques semaines plus tôt, émue devant une bague qu'elle croyait choisie avec amour, et comprenait maintenant qu'elle avait été un simple rouage dans une mise en scène cynique. Elle referma lentement la pochette, le visage fermé. Elle savait qu'elle venait de franchir un point de non-retour. Elle ne pouvait pas faire semblant de ne pas avoir vu. Elle ne pouvait pas continuer à jouer le rôle de Camille, comme si rien n'avait changé. Il fallait agir, mais avec intelligence. Le moindre faux pas pourrait faire s'écrouler tout ce qu'elle avait construit. Étienne ne devait pas savoir qu'elle était au courant. Pas encore. Elle devait d'abord comprendre s'il était totalement complice ou s'il agissait sous influence. Car même dans l'horreur de cette découverte, une partie d'elle refusait encore de le croire capable d'un tel cynisme. Une partie infime, mais tenace. Elle reposa la pochette exactement à la même place, arrangea les feuilles avec soin, vérifia qu'aucune trace de manipulation n'était visible, puis elle quitta le véhicule. À l'accueil de l'immeuble, elle remit le dossier à la réception, expliquant qu'il avait été oublié. Elle sourit même poliment, masquant avec une maîtrise glaçante le chaos intérieur qui la dévorait. Cette nuit-là, Claire ne dormit pas. Elle rouvrit tous ses carnets, relut toutes ses notes, repassa chaque mot, chaque regard, chaque silence. Elle comprit que l'enjeu avait changé. Il ne s'agissait plus de savoir si Étienne l'aimait ou non. Il s'agissait de comprendre pourquoi il avait laissé les choses aller aussi loin, pourquoi il avait accepté cette mascarade, et surtout, ce qu'il comptait réellement faire maintenant que tout semblait écrit d'avance. Le piège était en place, mais elle, Claire, n'était plus la proie. Elle était la seule à connaître les règles véritables de cette partie. Et à partir de maintenant, elle jouerait selon ses propres lois. Le matin suivant, Claire se leva sans réveil. Le corps engourdi par le manque de sommeil, elle se contenta de fixer le plafond de sa minuscule chambre, tandis que les premiers bruits de la ville commençaient à résonner à travers les murs. Le visage figé, elle ne bougea pas pendant de longues minutes. La découverte de la veille pesait sur sa poitrine comme une dalle de pierre.
Elle avait encore sous les yeux ces phrases écrites noir sur blanc, ce contrat brutal, ces messages d'une cruauté calculée entre Étienne et Solène. Chaque mot lu avait été une gifle. Pourtant, dans ce calme glacial, quelque chose de différent avait émergé en elle. Une lucidité froide, presque clinique. Claire n'était plus seulement blessée, elle était déterminée. Il n'était plus question de confrontation impulsive ou de colère. Elle voulait des réponses, et elle les obtiendrait, à sa façon. Ce jour-là, elle reprit son rôle de Camille sans laisser transparaître la moindre fissure. Elle salua les vigiles à l'entrée du parking, échangea quelques banalités avec les autres chauffeurs et prit possession de son véhicule comme si de rien n'était. Étienne descendit à 8 heures, comme à son habitude, vêtu d'un costume bleu marine parfaitement taillé. Il salua Camille d'un hochement de tête, monta à l'arrière sans une once de suspicion. Claire l'observa brièvement dans le rétroviseur. Il semblait calme, concentré, occupé à lire des documents sur sa tablette. Aucun signe visible de tension, aucun indice qu'il soupçonnait ce qu'elle savait désormais. Au cours du trajet vers le siège social de l'entreprise familiale, Claire engagea doucement une conversation. Elle choisit ses mots avec une précision chirurgicale, comme une sonde glissée dans une plaie pour tester la profondeur sans déclencher de douleur immédiate. « Je me demande parfois, monsieur Dubois, est-ce que c'est difficile de savoir à qui faire confiance dans votre position ?» Étienne leva les yeux, surpris par la question. Il resta silencieux un instant, puis répondit avec une voix posée. « Oui, c'est sans doute ce qu'il y a de plus complexe. On apprend à se méfier. » Claire hocha la tête sans répondre. Puis, après quelques secondes, elle ajouta « Et avec la famille, ce n'est pas encore plus compliqué. » Le silence qui suivit fut plus long. Étienne rangea lentement sa tablette, fixa le dossier du siège devant lui. Il répondit d'un ton plus grave « Avec la famille, il n'y a pas de garantie. On suppose qu'ils veulent le meilleur pour nous. Mais ce n'est pas toujours le cas. » Claire sentit un frisson lui parcourir la nuque. Il ne s'agissait pas d'une réponse banale. Il parlait avec sincérité. Ou du moins, il voulait paraître sincère. Elle s'enfonça un peu plus dans la provocation, comme un pêcheur lançant un hameçon de plus en plus loin. « J'imagine que parfois, ils imposent même leur propre choix. » Étienne esquissa un sourire amer dans le reflet du rétroviseur. « Disons qu'ils proposent, et qu'ils insistent beaucoup. » Claire n'ajouta rien. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait, une ouverture, une faille dans le discours officiel. Elle n'était plus en train de parler à l'homme froid et distant qu'elle avait imaginé en lisant les documents. Ce matin-là, Étienne lui apparaissait comme un homme pris au piège. Mais était-ce une façade supplémentaire ou la vérité? Elle devait en savoir plus. Dans les jours qui suivirent, elle modifia légèrement son approche. Elle utilisa d'autres références, d'autres allusions, toujours sous l'identité de Camille, pour tester ses réactions. Un matin, elle évoqua des histoires d'amis à elle ayant subi des ruptures brutales à cause de secrets familiaux. Étienne réagit en serrant les mâchoires. Un autre jour, elle lui parla des différences de classe sociale et de la difficulté pour certains couples de survivre aux regards extérieurs. Cette fois, il détourna les yeux vers la fenêtre, comme si le sujet lui pesait. À chaque échange, Claire notait mentalement ses réactions. Il y avait un motif qui revenait toujours. Dès qu'elle frôlait le sujet des attentes familiales ou des choix imposés, Étienne se refermait. Il ne niait rien, mais il ne confirmait rien non plus. C'était comme s'il marchait, lui aussi, sur une ligne instable, pris entre deux versions de lui-même. Un soir, en fin de service, Claire décida de redevenir elle-même. Elle rentra chez elle, se démaquilla, ôta les lentilles de couleur, relâcha ses cheveux et relut encore une fois les copies des documents qu'elle avait photographiés en cachette. Elle relut en particulier un échange où Solène écrivait « Elle croit qu'il l'aime ». C'est ça qui est beau dans cette histoire. Elle va tomber de haut, mais au fond, elle n'aura que ce qu'elle mérite. Ces mots lui firent plus mal que les clauses du contrat. C'était là que résidait le mépris, la cruauté. Pas dans les papiers officiels, mais dans les intentions dissimulées derrière. Le lendemain, elle décida de confronter Étienne, indirectement, mais cette fois non pas avec des questions générales. Elle utiliserait ses propres mots. Pendant un trajet, elle déclara calmement sans le regarder « Je pense que les gens qui montent des plans pour humilier les autres sous prétexte de loyauté familiale ne se rendent pas compte qu'ils se détruisent eux-mêmes. » Le silence fut immédiat. Étienne se redressa légèrement sur son siège,
fixa le rétroviseur et demanda d'une voix posée mais tendue « Pourquoi dites-vous cela ?» Claire soutint son regard à travers le miroir. « Parce que j'en ai vu, et parce que je sais que derrière les sourires, certains pactes sont des cages. » Étienne ne répondit pas tout de suite. Il regarda par la fenêtre, croisa les bras et soupira. « C'est vrai, certains pactes sont des prisons. » Puis il ajouta presque pour lui-même « Et parfois on n'a pas la clé. » Claire comprit à cet instant que quelque chose clochait. Étienne n'était pas seulement manipulateur. Ou s'il l'était, il l'était peut-être à contre-cœur. Tout indiquait qu'il jouait un double jeu. Mais lequel? Était-il vraiment prisonnier des attentes de sa famille ou jouait-il un rôle pour une autre raison? Cette incertitude la rongeait. Elle ne pouvait pas encore trancher. Elle savait seulement une chose. Elle n'était plus face à un ennemi mais face à un mystère. Et la réponse n'était pas seulement dans les mots ou les papiers. Elle était dans les choix qu'il ferait, dans les décisions à venir. Elle attendait, prête à l'affronter, prête à tout entendre, même ce qu'elle redoutait le plus. Le matin était clair, mais la lumière semblait crue, presque brutale sur les façades blanches de l'avenue Foch. Claire, déjà en poste, attendait dans le SUV sombre garé en silence devant l'immeuble d'Étienne. Elle avait passé la nuit à préparer ce moment, à revoir chaque phrase, chaque possibilité de réaction. Le plan ne laissait plus place au doute. Il fallait qu'elle le confronte. Pas en tant que Camille, pas avec des allusions, mais en tant que Claire, la femme qu'il avait demandée en mariage, celle à qui il avait promis une vie partagée et qu'il avait, selon toute apparence, trahi. La décision avait été mûrie longuement. Elle ne pouvait plus vivre dans ce théâtre d'ombre. Elle voulait le voir tomber le masque. Et pour cela, il fallait qu'elle le prenne de court, dans son espace de confort, là où il ne s'attendait pas à être attaqué. Étienne descendit à 8 heures comme à son habitude. Il marchait d'un pas vif, vêtu d'un costume gris perle et d'un manteau noir élégant. Il monta à l'arrière sans dire un mot, s'installa, puis posa son téléphone à côté de lui. Claire ne répondit pas par le moindre geste. Elle attendit que le silence s'installe vraiment, que le bruit du moteur s'efface derrière le murmure de la ville. Elle conduisit quelques rues en silence, le cœur battant, chaque minute pesant davantage sur ses épaules. Puis, à l'angle d'une petite rue adjacente aux Champs-Élysées, elle freina lentement, mit le véhicule au point mort et tourna doucement la tête. Elle ne se retourna pas complètement. Elle parla sans artifice, d'une voix calme mais ferme, regardant droit devant elle. « J'aimerais savoir si vous parlez à toutes les chauffeurs comme vous avez parlé à moi l'autre soir, en compagnie de votre cousine. » Le silence fut absolu. Claire perçut immédiatement une tension soudaine dans l'habitacle. Elle sentit Étienne se redresser légèrement sur la banquette arrière. Puis, après quelques secondes d'un vide presque assourdissant, sa voix parvint, basse, étouffée. « Claire ?» Elle se retourna lentement, cette fois entièrement pour le regarder dans les yeux. Elle enleva les lunettes qu'elle portait, détacha ses cheveux qui retombèrent sur ses épaules. Son visage, celui qu'il connaissait, était désormais à nu. Étienne la fixait, pétrifié. Son regard passa de l'incrédulité à une forme de trouble profond. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit immédiatement. Il semblait incapable de comprendre ce qu'il voyait. « Depuis combien de temps ?» Claire soutint son regard sans trembler. « Depuis que j'ai entendu ta chère cousine dire que j'étais une illusion avec une date d'expiration, depuis que j'ai vu ce dossier contenant le contrat prénuptial, depuis que j'ai lu vos messages. Tu voulais que je parte sans faire de bruit, que je comprenne par moi-même que je n'étais pas à ma place. Alors j'ai voulu voir jusqu'où tu serais capable d'aller. » Étienne baissa les yeux, ses traits tendus, les doigts crispés sur le bord de la banquette. Il secoua la tête, lentement, comme s'il tentait de rattraper un souvenir qui lui échappait. « Ce n'était pas comme ça. Tu ne comprends pas. » Claire l'interrompit aussitôt, la voix plus dure. « Alors explique-moi. Dis-moi ce que je n'ai pas compris. Dis-moi pourquoi un homme qui me demande en mariage, qui me regarde dans les yeux en disant qu'il m'aime, prépare un document qui m'exclut de tout. Dis-moi pourquoi il laisse sa cousine parler de moi comme d'un jouet de passage. Dis-moi pourquoi il passe ses soirées dans un appartement avec elle, en riant dans mon dos. » Étienne releva la tête brusquement, le regard traversé d'un mélange de honte et de panique. Il ouvrit la bouche, puis la referma. Il chercha ses mots pendant plusieurs secondes, et lorsqu'il parla enfin, sa voix était brisée. « Je savais que c'était toi, depuis le 2e jour. » Cette phrase coupa Claire dans son élan. Elle sentit l'air lui manquer. Elle le fixa,
incapable de comprendre immédiatement ce qu'il venait de dire. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Étienne se pencha légèrement vers elle, sa voix plus ferme désormais, mais encore chargée d'émotion. « Je t'ai reconnu. Ton regard, ta manière de tenir le volant, ta façon de parler. J'ai joué le jeu. J'ai voulu voir jusqu'où tu irais. Et oui, je t'ai laissé entendre ce que tu voulais entendre. Je t'ai laissé lire ce que tu devais lire, parce que je voulais savoir si tu avais assez confiance en moi pour me parler, pour venir me confronter. » Claire recula légèrement, son dos se plaquant contre la portière. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. « Tu m'as laissé me détruire? Tu m'as regardé douter, pleurer, me transformer en une autre, et tu n'as rien dit? Tu savais, et tu n'as rien fait pour m'en empêcher ?» Étienne baissa les yeux de nouveau. « Parce que je n'avais pas le choix. Parce que j'étais piégé. Solène est bien plus qu'une cousine intrusive. Elle a des ambitions, et elle savait que tu n'étais pas du genre à fuir. Elle voulait te provoquer, te pousser à partir. Mais moi, je voulais des preuves. J'ai tout conservé, les messages, les menaces, les manipulations. » Claire, hébétée, restait immobile. Le monde autour d'elle tournait trop vite. Étienne soudain sortit son téléphone de sa veste et le tendit vers elle. « Je te montrerai tout, mais pas ici, pas maintenant. Tu dois voir par toi-même. » Elle resta silencieuse. Sa gorge était serrée. Elle ne savait plus si elle avait envie de hurler ou de pleurer. Elle avait voulu des réponses. Elle les obtenait. Mais elles étaient pires que tout ce qu'elle avait imaginé. Étienne reprit, plus doucement. « Je ne voulais pas te perdre. Je voulais te protéger. Mais je ne savais pas comment le faire sans te blesser. » Claire détourna les yeux. Elle était incapable de parler. Tout ce qu'elle pensait savoir s'effondrait une fois de plus. Les certitudes étaient remplacées par de nouveaux doutes, plus complexes, plus cruels. Le jeu avait changé, mais elle ignorait encore si elle était prête à continuer à y jouer. Le silence après l'aveu d'Étienne avait envahi l'habitacle comme une marée froide. Claire, les yeux fixés sur le vide, ne parvenait pas à articuler la moindre réponse. Son corps restait rigide, ses doigts crispés sur le volant immobile, tandis que l'homme qu'elle croyait avoir perdu en morceaux lui tendait une explication, une main incertaine, un espoir étouffé. Pourtant, les mots ne suffisaient pas. Après tant de jours à se faire violence, à vivre dans la peur, dans la suspicion, dans le déguisement et le mensonge, elle ne pouvait pas simplement accepter une confession venue trop tard, mais elle pouvait écouter, et elle devait comprendre, jusqu'au bout. Étienne, resté à l'arrière, sembla percevoir que Claire n'était pas encore prête à parler. Il se pencha, ouvrit la tablette de la banquette, en sortit une petite clé USB qu'il gardait dans une pochette fine et la tendit vers elle. « Tout est là. Les enregistrements, les captures d'écran, les messages. J'ai commencé à tout réunir quand j'ai compris ce que Solène faisait. Elle est dangereuse, Claire. Ce qu'elle voulait, ce n'était pas seulement te faire partir. Elle voulait me détruire politiquement dans l'entreprise et dans la famille. » Claire tourna lentement la tête vers lui, sans toucher la clé. Ses yeux le dévisageaient inexpressif. Étienne poursuivit, sa voix plus assurée. « Ma mère ne t'a jamais accepté. Pas pour qui tu es, mais pour ce que tu représentes. Elle pense que l'amour est un luxe inutile. Pour elle, tout est stratégie, position, image. Solène partage cette vision. Elles ont vu en toi une menace. Pas parce que tu viens d'un autre milieu, mais parce que tu étais libre. Et cette liberté, elle ne la tolère pas. » Claire fronça les sourcils. Elle se rappelait les dîners étranges, les conversations interrompues dès qu'elle entrait dans une pièce, les regards échangés entre Solène et la mère d'Étienne. Elle comprenait maintenant que tout avait été minutieusement orchestré. Étienne s'était peut-être tu, mais il n'était pas inactif. « Pourquoi ne pas m'avoir dit tout ça dès le début ?» demanda-t-elle enfin, la voix tremblante. « Parce que tu n'aurais pas cru, et parce que j'étais lâche. Je pensais pouvoir tout contrôler. Laisser Solène s'enfoncer, réunir les preuves, la confronter devant tout le monde sans te mêler à ça. Mais quand j'ai vu que tu prenais le volant, que tu t'infiltrais dans notre monde, j'ai compris que tu ne partirais pas sans savoir. J'ai décidé de te laisser voir ce que moi-même je n'arrivais pas à te dire. » Claire se détourna de nouveau. Le conflit en elle atteignait une intensité presque insupportable. Une part d'elle voulait croire. L'autre refusait de céder à une mise en scène bien ficelée. Pourtant, chaque mot d'Étienne semblait résonner avec tout ce qu'elle avait vécu. Les gestes de Solène, son arrogance, sa volonté de la faire disparaître socialement, tout concordait. Et maintenant, ces preuves, elle les voulait. Mais elle ne voulait plus être manipulée, pas même par lui.
Tu aurais pu me faire confiance. Tu aurais pu me dire la vérité, sans me laisser croire que je n'étais qu'un jouet. Tu ne m'as pas protégé, Étienne. Tu m'as testé. Tu as voulu voir jusqu'où j'irais. Et moi, je me suis perdu là-dedans. Non, répondit-il aussitôt. Tu ne t'es pas perdu. Tu t'es révélé. Tu es la seule à avoir vu clair dans ce monde d'hypocrisie. Tu es la seule à avoir eu le courage d'affronter ce qu'aucun membre de ma famille n'ose regarder en face. Les yeux de Claire s'humidifièrent, mais elle ne pleura pas. Elle n'en avait plus la force, ni l'envie. Elle fixa la clé USB posée entre eux, puis la prit lentement sans un mot. Elle la glissa dans la poche intérieure de sa veste, démarra le moteur et fit redémarrer la voiture. Le trajet jusqu'à la résidence de Neuilly se déroula dans un silence pesant. Aucun des deux ne parla. La ville passait devant les vitres comme un film muet, et l'intérieur du véhicule semblait suspendu dans une bulle de tension contenue. Lorsqu'ils arrivèrent, Étienne posa la main sur la portière, hésita, puis se retourna une dernière fois vers elle. « Je n'attends rien, ni pardon, ni explication. Je veux seulement que tu vois ce qu'il y a sur cette clé. Et après, tu décideras. » Il descendit sans attendre de réponse et disparut derrière la grille de la propriété. Claire resta quelques minutes dans la voiture, seule, les mains sur le volant. Puis elle coupa le moteur, retira sa perruque, ôta les lentilles, se regarda dans le rétroviseur. Ce n'était plus Camille, ce n'était plus Claire d'avant. C'était une femme debout au milieu des ruines, mais encore debout. Elle rentra chez elle, alluma son vieil ordinateur, inséra la clé USB. Le dossier s'ouvrit sur une multitude de fichiers méthodiquement nommés Audio 1506, Message Solène Mère, Dossier Stratégie familiale, Contrat annexe. Elle cliqua sur le premier enregistrement. La voix de Solène résonna, claire, arrogante, cruelle. Elle ne tiendra pas. Elle est trop fière. Elle finira par fuir d'elle-même. On n'aura même pas besoin de lui dire quoi que ce soit. Il suffira d'attendre. Suivirent d'autres extraits, des échanges entre Solène et la mère d'Étienne. Des documents prouvant des manœuvres internes pour exclure Claire de certaines décisions familiales, des emails qui évoquaient des stratégies d'image publique pour minimiser l'impact d'une séparation. Le tout constituait un puzzle glaçant, parfaitement articulé. Claire sentit une colère monter en elle, mais aussi un étrange soulagement. Elle n'avait pas été folle. Elle n'avait pas imaginé la violence douce et la manipulation feutrée. Tout était vrai, chaque mot, chaque regard, chaque omission. Mais maintenant, elle détenait quelque chose de plus puissant encore. La vérité, complète, implacable. Elle éteignit l'ordinateur, retira la clé et la posa sur la table. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait faire. Mais une chose était certaine, elle ne serait plus jamais spectatrice de sa propre vie. Elle avait été trahie, testée, provoquée. Maintenant, c'était à elle de choisir. Et le choix viendrait non pas de la peur, mais de la clarté. Le matin suivant, Claire se leva dans un silence presque religieux. Sa chambre exiguë lui semblait plus étroite que jamais, comme si les murs eux-mêmes avaient absorbé toute la tension des derniers jours. Assise sur le bord du lit, la clé USB dans la main, elle fixait l'objet comme on contemple une relique troublante, porteuse de douleur, mais aussi d'un pouvoir nouveau. Toute la nuit, elle avait écouté les enregistrements, lu les documents, analysé chaque mot, chaque intention, chaque stratégie soigneusement rédigée par la famille Dubois pour l'exclure, la déstabiliser, la pousser dehors sans une éclaboussure. Le plan était clair, méthodique, et la présence d'Étienne en son centre rendait la blessure plus profonde. Il avait voulu la protéger, disait-il. Mais la vérité, c'est qu'il avait laissé faire. Pire encore, il avait observé, en silence. Claire savait qu'elle devait le revoir. Pas pour obtenir davantage de réponses, elle en avait assez. Pas non plus pour entendre des excuses. Ce n'était plus cela qu'elle cherchait. Elle voulait confronter l'homme derrière le masque. Celui qu'elle avait aimé, celui qu'elle avait craint, celui qu'elle avait espionné, celui qui l'avait aussi regardé se débattre sans intervenir. Elle voulait que lui aussi soit forcé de regarder, sans artifice, sans défense. Elle l'appela depuis un téléphone à carte anonyme à la mi-journée. Elle ne lui laissa pas le temps de répondre. Sa voix était claire, maîtrisée. Ce soir, 19h, dans le café où tu m'as demandé en mariage. Sois seule, ne sois pas en retard. Elle raccrocha aussitôt. Aucune place pour la discussion. Étienne se rendrait au rendez-vous. Elle le savait. À 19h précise,
Claire poussa la porte du petit bistrot de la rue Saint-Antoine. L'endroit était presque vide à cette heure. Un couple d'habitués, un homme seul lisant son journal, et dans le fond Étienne, assis à la même table que ce soir de la demande, une veste sombre posée sur la chaise voisine. Lorsqu'il la vit entrer, il se leva visiblement nerveux, mais il ne fit aucun geste déplacé. Elle s'approcha, s'assit face à lui et posa la clé USB sur la table entre eux. « Je l'ai écouté. Tout. » Il hocha lentement la tête. « Et tu sais maintenant. » Claire le fixa longuement. Ses traits étaient tirés. Il semblait plus vieux, plus fatigué. Mais son regard n'avait plus cette froideur distante. Il y avait autre chose. Une sorte d'abandon. Il n'était plus sur la défensive. Il attendait. Peut-être un verdict. Ce que je sais, c'est que tu n'as rien fait quand tu aurais pu tout arrêter. Tu as regardé ta mère et ta cousine m'entourer de pièges. Tu as laissé ces gens parler de moi comme si j'étais un obstacle à gérer. Pas une femme que tu prétendais aimer. Étienne voulut parler, mais elle leva la main. Je ne t'ai pas demandé pourquoi. Je sais pourquoi. Tu pensais qu'en me tenant à l'écart, tu me protégeais. Tu pensais que je serais trop faible pour affronter cette famille. Mais la vérité, c'est que tu n'as jamais cru que j'étais capable de rester debout au milieu de tout ça. Et c'est là ta plus grande erreur. Elle se redressa légèrement, les épaules droites. Tu avais peur. Pas pour moi. Pour toi. Tu savais que si tu me choisissais vraiment, tu devrais renoncer à une partie de ce que tu es. À leur reconnaissance, à leur pouvoir, à leur confort. Tu m'as testé pour voir si je te pardonnerais d'avoir cédé à cette peur. Étienne baissa les yeux. Il ne niait rien. Il ne cherchait plus à se défendre. J'ai été lâche, oui, et je n'ai aucune excuse valable. J'ai cru qu'en gardant le contrôle, je pouvais te préserver de ce monde. Mais je ne contrôlais rien, et je t'ai fait du mal. Claire acquiesça, les yeux dans les siens. Tu m'as blessé plus profondément que tu ne l'imagines. Pas avec les mots, ni avec le contrat, mais en laissant faire, en me regardant tomber sans tendre la main. Elle prit une longue inspiration. Puis elle ajouta, plus doucement, « Mais je sais que tu n'es pas comme eux. Sinon, tu ne serais pas là aujourd'hui. Sinon, tu n'aurais rien gardé, rien enregistré, rien documenté. » Étienne releva la tête. Son regard était humide, mais il ne pleurait pas. Il lui répondit, la voix cassée, « Je ne te demande pas de revenir. Je ne te demande pas de m'aimer encore. Je voulais seulement que tu vois que je n'ai jamais voulu que tu partes. » Un silence s'installa, profond, presque doux. Claire sentit ses épaules se relâcher, pour la première fois depuis des jours. Elle n'était pas venue pour punir, elle était venue pour finir ce qu'elle avait commencé, reprendre possession d'elle-même. « Je vais partir pendant un moment, » dit-elle. « J'ai besoin de recul, de retrouver ma propre voix, sans filtre, sans manigance. » Étienne hocha la tête sans protester. « Je comprends. » Claire se leva, reprit la clé USB, la glissa dans son sac. « Je ne te promets rien, ni retour, ni suite. Ce que tu as fait, je ne peux pas l'effacer, mais je peux décider si ça mérite une suite. » Elle se retourna, fit quelques pas, puis s'arrêta. Elle se retourna vers lui une dernière fois. « Sois quelqu'un de vrai, Étienne. Sois un homme que je pourrais peut-être respecter de nouveau. » Et elle quitta le café sans se retourner. Dehors, la nuit était tombée. La ville semblait lavée par la pluie récente. Claire marcha sans but précis, simplement portée par le besoin d'avancer, d'exister à nouveau en dehors des mensonges, des secrets et des stratégies. Elle avait été humiliée, piégée, testée, mais elle n'était pas brisée. Elle portait désormais en elle la certitude d'avoir résisté. Et cette certitude valait plus que tous les serments. Elle n'était plus une illusion. Elle était la réponse. 3 mois passèrent. L'hiver, rude et sec, avait laissé place à un printemps pâle, hésitant, où les arbres se couvraient lentement de feuilles nouvelles comme si la ville elle-même cherchait à oublier les mois sombres qui l'avaient précédée. Claire, elle, avait déserté Paris. Elle avait quitté la chambre de bonne, fermé son ancien chapitre et s'était installée dans une petite ville du sud, au bord de la mer, où elle n'était plus Claire, la fiancée d'un héritier, ni Camille, la fausse chauffeur, mais simplement Claire Moreau, une femme en reconstruction. Loin du bruit, loin des manigances, elle avait renoué avec ce qu'elle avait trop longtemps abandonné, le dessin, la création, le silence. Elle travaillait désormais comme indépendante, réalisant des identités visuelles pour de petites entreprises locales. Son quotidien avait retrouvé une forme de simplicité qu'elle croyait perdue. Chaque matin, elle descendait au café du coin, saluait le patron par son prénom,
s'installait à une table au soleil, sortait son carnet, esquissait des idées, répondait à quelques courriels. Elle ne parlait plus d'Étienne, pas même à elle-même. Elle avait besoin d'espace, de recul, d'air. Mais il n'avait jamais tenté de la recontacter. Pas une lettre, pas un appel. Il avait tenu sa parole. Il lui avait laissé la décision. Cela, elle ne l'avait pas oublié. Il lui avait confié la vérité, sans la forcer, sans implorer, sans maquiller. Il l'avait laissé partir et c'était peut-être la chose la plus sincère qu'il ait faite. Et pourtant, même dans cette absence, il restait une trace, une empreinte, un souvenir qui refusait de se dissoudre complètement. Ce matin-là, alors qu'elle buvait son café sur la terrasse habituelle, elle aperçut une silhouette familière, d'abord floue, puis plus nette à mesure qu'elle approchait. Costume beige clair, chemise sans cravate, bouquet de fleurs dans une main. C'était lui, Étienne Dubois. Mais il n'était plus celui qu'elle avait quitté. Il marchait sans arrogance, sans certitude. Il semblait presque mal à l'aise, comme un homme qui n'était plus sûr d'être attendu. Il s'arrêta à quelques pas de la table, la regarda sans parler. Claire le fixa, posant lentement sa tasse, le cœur battant mais le visage calme. « Bonjour Claire », dit-il simplement. Elle inclina légèrement la tête. « Étienne ». Il montra le siège vide face à elle. « Je peux ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Elle le regarda, chercha dans ses yeux quelque chose qu'elle avait autrefois aimé. Et elle le trouva. Mais ce n'était pas le même regard. C'était un regard fatigué, traversé par l'humilité, par la patience, par le poids de ce qu'il avait appris en son absence. Elle hocha la tête. « Assieds-toi ». Il s'assit, posa le bouquet sur la table. « Ce ne sont pas des fleurs de luxe. Ce sont celles que j'ai vues devant l'église, sur l'étal du marché. Je me suis dit que c'était plus honnête. » Claire esquissa un sourire. Il comprenait. Ou il essayait, du moins. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle. Étienne respira lentement. « Parce que je n'ai pas voulu te précipiter. Parce que tu devais revenir à toi avant tout. Et parce que moi aussi j'avais à redevenir quelqu'un de vrai. J'ai quitté la direction de la branche patrimoniale. Je travaille maintenant dans une petite agence de conseil à Bordeaux. Rien de prestigieux, mais c'est ce que j'ai choisi. Pour moi, pas pour l'image, ni pour la famille. » Claire resta silencieuse. Elle observait, pesait chaque mot. Il n'était pas venu pour réparer, ni pour réécrire l'histoire. Il était venu en homme seul, sans artifice, sans filet. Elle le respectait pour cela. « Et maintenant ?» murmura-t-elle. Étienne posa doucement ses mains sur la table, mais sans chercher à la toucher. « Maintenant, je te propose un café. Rien d'autre. Pas une promesse, pas un retour, pas un projet. Juste un café, comme au tout début, quand je t'ai demandé ce que tu lisais et que tu m'as répondu sans détour. Je veux apprendre à te connaître de nouveau, sans masque, sans stratégie. » Claire baissa les yeux, émue malgré elle. Ce qu'il lui proposait n'était pas un retour en arrière. C'était un recommencement. Fragile, incertain, mais libre. Elle prit une gorgée de son café, leva les yeux vers lui et répondit « Alors prends ton café et raconte-moi ce que tu as découvert sur toi pendant ces 3 mois. » Étienne sourit, un sourire sincère, sans triomphe. Il appela le serveur, commanda un café noir, puis se tourna de nouveau vers elle. « J'ai découvert que le silence est parfois une réponse, que le confort est une prison dorée, et que perdre quelqu'un de vrai est la seule chose qui fait vraiment peur. » Claire l'écouta. Elle ne répondit pas immédiatement, mais elle savait déjà que quelque chose venait de changer, que ce n'était plus un jeu de pouvoir, ni une question de statut ou de famille. C'étaient 2 personnes, assises à une table qui acceptèrent de repartir de zéro, parce qu'elles en avaient besoin, parce qu'elles le méritaient. Et tandis que le soleil montait doucement au-dessus des toits, réchauffant les pierres blondes de la rue, Claire sut qu'elle n'était plus une victime, qu'elle n'était plus un test ni une illusion à briser. Elle était Claire Moreau, entière, debout, prête à écrire la suite de son histoire, sans rôle à jouer, et avec la vérité comme seul guide.